Je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de partager avec vous ce moment de symbolique communion. C'est certainement pour eux une marque de profonde estime à mon égard, mais j'avoue, jusqu'à aujourd'hui, n'avoir pas encore trouvé ce qui me vaut une telle reconnaissance. J'ai certes encore une heureuse et pittoresque réminiscence d'il y a 23 ans, de la gestation laborieuse de l'Université Gaston Berger, pour avoir eu l'avantage, avec l'obligeance inestimable et altruiste du doyen honoraire Babacar Kanté, de participer à la formation des premières promotions d'étudiants. Mais ceux qui sont aujourd'hui à l'origine de cette cérémonie ne peuvent en avoir que des échos, qui d'ailleurs ont dû être passablement affectés par le temps. Et même si, par le miracle d'effet rétroactif, comme on dit chez nous, un lien de rattachement finissait par être découvert, cela ne peut a priori attester du profit retiré de cet épisode. Et puis, en tout état de cause, cela ne pourrait être pour moi qu'une suggestion de devoir. Donc, sans gloire, et surtout l'on sait que lorsque la gloire arrive, la mémoire s'en va. C'est pourquoi j'ai fini par me convaincre que le choix qui me vaut cette honneur est en réalité un parti pris. Celui qui est suggéré notamment soit par le directeur et son adjoint pour les dommages à eux subis du fait de mes enseignements, soit par les vieilles connaissances avec qui je continue de cheminer en toute et fidèle amitié depuis Dakar, je me nommais le professeur Samba Traoré, ou Poitiers, le doyen Babalissal. Le choix serait alors, dans les deux cas, plus affectif qu'objectif. Mais finalement, je crois pouvoir dire, peu importe, l'essentiel étant d'avoir pu trouver l'opportunité de se retrouver ensemble pour célébrer l'université et ce qu'elle est, lieu où le mouvement de l'esprit s'opère sans discontinuité. C'est pourquoi je me dois de réitérer avec insistance mes remerciements aux récipiendaires. Je me réjouis pleinement de leur décision. J'en mesure toute la portée et les attentes qui peuvent s'y rattacher. C'est sous ce registre que je voudrais les inviter à l'entame de cette période d'orientation professionnelle, à savoir dépasser le temps potentiel des incertitudes ou des découragements avec un esprit de résilience qui leur permet de se rappeler partout, en tout temps et en tout lieu, leur passage et leur appartenance à une université d'excellence qui doit leur servir d'aiguillon dans leur carrière en devenir. Et c'est bien par les fleurs que l'on reconnaît l'excellence du fruit. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, vous auriez certainement compris que ce long détour sur toutes ces civilités, qui ne sont pourtant pas simplement de circonstances, constitue pour moi un prétexte pour retarder une échéance, celle de devoir aborder ce qui aurait dû être la trame essentielle de mon allocution. Les franchises universitaires, j'ai ajouté personnellement en perspective. C'est que le sujet peut sembler quelque peu embarrassant. D'autres diront qu'il est délicat ou sensible, en raison du contexte du moment, mais aussi et surtout parce qu'il a toujours suscité une fébrilité tendue et récurrente de part et d'autre. Mais à dire vrai, je ne crois pas que cela puisse constituer en soi un obstacle. Et cela d'autant plus que la police de l'esprit ne saurait émerger en ce lieu d'expression plurielle, sanctuaire de toutes les libertés. D'ailleurs, c'est aussi pour moi presque une délivrance, pour avoir subi et continuer de subir ce devoir fonctionnel de réserve, fortement pesant, et qui, ici, se trouve naturellement refoulé par le flot des franchises universitaires. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'EFR de sciences juridiques et politiques, je vous permets aujourd'hui de jeter par-dessus bord ma qualité de vice-président du Conseil constitutionnel, en tout cas de la mettre en parenthèse le temps de la cérémonie, pour retrouver ma liberté d'universitaire. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos propos
aimables qui me vont droit au cœur. Quant au professeur Bayassine, il a eu l'art et l'exploit de nous descrypter, malgré l'ambiance, la solennité de l'ambiance. Ne serait-ce que pour cela, nous sommes fiers que vous soyez avec nous, parce que vous savez allier et la science et l'humour. Merci, chers collègues. Mesdames, Messieurs, je ne compte pas abuser de cette liberté retrouvée. Je n'ai pas l'intention ni la prétention de professer un cours magistral sur le thème. Je me permettrai tout juste d'exprimer une opinion, un point de vue qui peut être différencié, mais qui traduit une conviction sur ce que me semble devoir être les franchises universitaires dont la domestication reste encore à faire chez nous. Je voudrais sur ces deux aspects être peu disert parce qu'introductif. Les franchises universitaires ont une histoire qui s'écrit depuis le Moyen-Âge, d'abord dans les grandes villes et les monastères, Bologne, Oxford, Paris, et ce n'est que progressivement que les universités se sont dégagées de l'emprise de l'Église ou du roi, et enfin de l'État. Au Sénégal, déjà en 1969, bien avant les déclarations de Dar es Salaam et de Kampala de 1990, on avait légiféré sur la matière, mais avec une certaine timidité. C'est après plusieurs péripéties et sous l'impulsion du syndicat autonome de l'enseignement supérieur que le projet de texte adopté par l'Assemblée de l'Université de Dakar et modifié par le gouvernement fut légalisé en 1994. C'est la loi 94-79 du 24 novembre 1994. C'est aujourd'hui cette loi qui constitue le siège des franchises universitaires. Celles-ci peuvent s'analyser sous deux points de vue. Elle constitue d'abord une protection, une défense contre toute menace exercée par des pouvoirs et susceptible d'empiéter sur une nécessaire sphère d'autonomie. Mais c'est aussi une liberté académique, c'est-à-dire, comme dirait le doyen Vedel, une liberté faite de liberté, en ce qu'elle se compose de libertés nécessaires aux universitaires pour se livrer à des activités typiques de leur métier, penser, publier, enseigner et rechercher. Là où elles existent, les franchises sont perçues comme une arme de défense contre des interventions des puissances extérieures, pouvant remettre en cause la nécessaire liberté dont doit jouir l'universitaire pour exercer correctement son métier.